Justine Brabant, bonjour. Vous êtes journaliste et chercheuse et vous êtes l'auteur d'un livre récemment paru aux éditions de la Découverte, Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira, sous-titré Avec les combattants du Kivu. Alors, quelle est l'idée derrière ce livre et pourquoi les Kivu? Pourquoi les Kivu? Parce que c'est quand même un endroit où il y a une guerre, en tout cas une série de conflits sans discontinuer depuis 20 ans. C'est un endroit où il y a plusieurs millions de morts. On avance parfois le chiffre de 7 millions. J'explique dans le livre que c'est un peu une extrapolation, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y a plusieurs millions de morts depuis maintenant 20 ans. Et c'est un endroit, alors moi j'ai longtemps cru qu'il était oublié. En fait, en regardant de près ce qui se fait dans la presse, en regardant de près le nombre d'ONG sur place, on ne peut pas dire exactement que ce soit un endroit oublié, mais à mon avis, un endroit qui est peut-être mal regardé ou pas très bien regardé, c'est-à-dire que généralement quand on lit des choses sur ce qui se passe là-bas à l'est du Congo, on revient souvent sur les mêmes sujets qui sont des sujets importants, hein, la question des violences sexuelles commises en masse là-bas, la question de miliciens qui ont été jugés devant la CPI qui opéraient là-bas. Ce sont des questions importantes, mais à mon avis, si elles sont importantes, elles permettent pas forcément de comprendre pourquoi à l'origine ce conflit s'est déclenché et pourquoi il dure, encore une fois, sans discontinuer depuis maintenant 20 ans. Et donc l'origine de ce conflit, c'est le génocide rwandais en 1994. Oui, alors c'est effectivement ce qui a donné lieu à la fuite par centaines de milliers d'ex-génocidaires et de réfugiés rwandais au Zaïre. À l'époque, Mobutu était au pouvoir, c'était un fidèle allié du Hutu Power au Rwanda. Donc des centaines de milliers de Rwandais ont trouvé refuge là-bas. Parmi eux des génocidaires, bon, le spécialiste René Broman de ces questions qui signe la préface, qui est un ancien président de Médecins sans frontières, souligne à quel point à l'époque c'était une question très épineuse pour les humanitaires puisque d'ex-génocidaires étaient cachés dans les camps de réfugiés au Congo. Et ce qui finalement lance ces 20 années de conflits sans discontinuer, c'est le fait que le nouveau pouvoir rwandais, l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame, décide de poursuivre ces ex-génocidaires pour en quelque sorte finir le travail, puisque Paul Kagame venait de mettre fin au génocide des Tutsis au Rwanda, décide de les poursuivre sur le territoire congolais, commet sur place des massacres, donc envers à la fois d'ex-génocidaires et des réfugiés, et une partie des populations du Congo, et parmi elles des gens que j'interroge, quand elle revient sur cet épisode-là, estime que des gens étaient venus en libérateurs, ils se sont transformés en occupants. Donc ces soldats rwandais venus poursuivre les ex-génocidaires sont devenus des occupants et qu'à partir de là, il fallait se défendre contre cette occupation. On a souvent parlé de guerre mondiale, première guerre mondiale africaine pour ce conflit, à la fois en raison du nombre de pays impliqués dedans, puisqu'il y avait une demi-douzaine de pays limitrophes du Congo impliqués dans ce conflit, mais aussi en raison du grand nombre de morts. Il semble qu'il y ait quand même une polémique sur le nombre de morts, ce que vous montrez dans votre livre. Oui, alors, c'est moi qui, enfin, je le dis dans ce livre, mais c'est pas que moi qui estime que ce nombre de morts est problématique. En fait, dans ce livre, je donne la parole à Jean-Hervé Bradol, qui est un autre ancien président de Médecins sans frontières, qui a été l'un des premiers, avec son organisation MSF, à mener des enquêtes de mortalité au Congo. Il l'a fait dès 1996. Et déjà à l'époque, il rencontrait des problèmes méthodologiques qu'il me raconte. Le fait qu'il aille poser des questions parfois à des gens qui reviennent de mois et de mois de marche, qui ne savent pas qui dans leur famille, par exemple, est mort ou qui a disparu ou qui est dans un autre coin du territoire congolais maintenant. Donc il y a ces premières questions qui ont surgi dès 1996. Il y a eu ensuite une deuxième étude menée par une ONG américaine qui s'appelle IRC, l'International Rescue Committee, qui se voulait plus vaste, mais qui s'est aussi heurté à des questions méthodologiques, puisque c'était toujours la guerre, et c'était toujours pas possible d'aller dans des endroits extrêmement reculés, demander, encore une fois, à des familles combien de personnes étaient mortes depuis tant d'années. Donc cette deuxième enquête paraît néanmoins, elle chiffre à, il me semble, autour de 4 millions de morts à l'époque, le bilan des premières guerres du Congo. Et de là, et c'est là qu'arrive encore plus de problèmes méthodologiques, un reporter américain, Nicholas Kristof, qui est un grand reporter, qui a écrit notamment pour le New York Times, écrit un article sur le Congo, veut avoir des chiffres actualisés, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il reprend cette étude de IRC, qui chiffre à autour de 4 ou 5 millions de morts, et il se dit, voilà, on est quelques années plus tard, je n'ai pas de chiffres à jour, mais on peut considérer que le nombre de morts a été constant depuis lors, et donc là, il sort
sort sa calculatrice, il fait une espèce de règle de 3 et il se dit que voilà, à l'époque c'était 5, quelques années plus tard, on est probablement arrivé à 7 millions de morts. Alors je conteste ce chiffre, je dis en tout cas que les humanitaires s'accordent simplement à dire qu'il s'agit de plusieurs millions de morts. C'est pas pour diminuer l'importance de ce conflit, et je comprends pourquoi quelqu'un comme Nicolas Christophe, ce reporter américain, a choisi de le faire, parce que les humanitaires le disent aussi, quand on ne donne pas de chiffres, on ne nous écoute pas. Bradol me dit, à l'époque on alertait sur les morts au Congo, sauf que les gens nous disaient, oui d'accord ils souffrent, mais ils sont combien à souffrir? Donc il y a un peu cette politique où on est obligé de donner des chiffres comme journaliste pour être entendu. Sauf qu'il y a un moment où, quand même, quand il est question de plusieurs millions de gens sur lesquels il y a un doute, il me semble qu'il faut être de la plus grande prudence. Dans votre livre, vous allez à la rencontre de nombreux combattants, de Kivu. Et ce que vous montrez bien, c'est qu'il y a une frontière très poreuse entre être rebelle et être intégré à l'armée officielle congolaise, entre être en paix et être en guerre. Oui, tout à fait. C'était une des surprises. Hein. Bon, je m'en doutais un peu puisque j'avais lu avant de me rendre sur place. Mais lorsque j'ai voulu rencontrer les premiers insurgés, les premiers combattants irréguliers au Congo, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas forcément besoin, dès le début, d'aller au plus profond de la forêt et chercher les combattants les plus reculés, que ces gens ne se cachaient pas, que parfois, tout simplement, ils étaient dans l'armée régulière, qu'ils avaient combattu un certain nombre d'années au maquis, comme on dit, c'est-à-dire en tant que combattants irréguliers, et puis qu'au bout d'un moment, le gouvernement leur avait fait une proposition d'intégrer les forces armées régulières de la République démocratique du Congo, et qu'ils occupaient désormais des grades de colonels généraux. Et puis c'est ensuite grâce à ces combattants qui avaient gagné les rangs de l'armée régulière que j'ai pu retrouver des combattants qui, eux, étaient toujours insurgés, toujours au maquis, et qui m'ont raconté à leur tour comment ils avaient pris les armes. Mais eux non plus n'excluent pas un jour de rentrer dans l'armée régulière congolaise. L'armée régulière congolaise, c'est un espèce de conglomérat un peu étrange quand on raisonne avec notre vision européenne de ce qu'est une armée et son rôle et tout ça. Mais c'est aussi dû à l'histoire congolaise. C'est vrai qu'à un moment donné, ça n'a pas paru... ça a paru être plutôt une bonne idée parce que ça avait marché dans d'autres pays, notamment en Afrique du Sud, de réunir d'anciens combattants sous une même bannière. Vous réfutez l'idée qu'on entend parfois de dire que ces gens-là sont toujours en guerre et que ça remonterait à des temps immémoriaux. Mais néanmoins, ce dont on se rend compte dans votre livre, c'est que la guerre est devenue pour beaucoup de ces chefs combattants un moyen d'exister, un moyen de gagner de l'argent, un moyen d'acquérir un statut. Oui, vous pointez un paradoxe intéressant, qui est que je pense, d'une part, il faut vraiment refuser de considérer qu'il y aurait une culture guerrière au Congo. Je pense que c'est un raisonnement qui essentialise, d'une part, qui voudrait dire qui n'est pas exact actuellement, parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire de cette région où les gens étaient en paix. Donc ça essentialise, ça permet de ne pas réfléchir beaucoup plus loin. Souvent, c'est quand même, il y a un sous-texte exotisant, voire pire raciste derrière cette idée de se dire, bon, ce sont des Noirs, ils ne font que se battre tout le temps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre pourquoi, dans des circonstances particulières, ils ont jugé bon de prendre les armes. Après, il y a aussi le fait mais ça ne veut pas dire qu'il faut se ranger à l'explication culturaliste, mais il y a aussi le fait, c'est vrai, que pour eux, c'est un avenir. Ça constitue un avenir. Quand on est, je pense, jeune diplômé aujourd'hui au Congo, qu'on manie par exemple bien le français, je pense que faire le choix de rentrer dans un groupe armé, d'y occuper par exemple une position de communicant ou de personne qui va écrire des communiqués, des revendications politiques, c'est une perspective presque plus facile à atteindre que de faire carrière politique ou bien de faire carrière dans des ONG. C'est à peu près les 2-3 débouchés qui s'offrent aujourd'hui aux jeunes, je pense, au Congo, c'est l'humanitaire ou la guerre. Après, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui leur paraît être l'avenir le plus facile à atteindre que ce sont des gens qui font la guerre de tout temps et qui continueront de la faire de tout temps. Entre les différents combattants, l'armée congolaise, le gouvernement congolais, il y a un autre acteur de ce conflit, c'est l'ONU, avec la MONUSCO qui est la mission la plus importante de l'histoire de l'ONU, la plus coûteuse. Et est-ce qu'on peut dire que c'est aussi la mission dont les résultats sont les plus faibles?
c'est une question un peu piège. Bon, moi, j'ai pas enquêté spécifiquement sur la MONUSCO parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de rapports qui ont été écrits, puisque c'est quand même une mission à 1 milliard de dollars par an, donc autant dire que les gens attendent quand même qu'elle produise des résultats, donc ces résultats sont scrutés d'assez près. Moi, je voulais vraiment aller voir les combattants sur place. Après, c'est vrai que son bilan, il est problématique. Moi, j'interroge notamment dans mon livre, un ancien haut fonctionnaire de la MONUSCO qui a été chargé, au nom des Nations Unies, d'organiser un des accords de paix, qui était l'accord de Goma en 2008. Et il explique bien comment la MONUSCO se retrouve parfois pris dans des considérations assez vertigineuses, à savoir que lui donc, avait réunissé les différents protagonistes qui devaient parler de paix. Et il explique comment il a assisté, finalement assez impuissant, au recrutement par Kinshasa de personnes qui devaient se présenter comme des insurgés Maï Maï en l'occurrence, ce sont des petits groupes locaux d'autodéfense. Donc lui s'est retrouvé à accepter que un représentant Maï Maï un peu préempté par les autorités congolaises déballe dans son bureau tout un tas de liasses d'argent à distribuer aussi à plus ou moins des faux combattants pour mettre en minorité l'ennemi d'alors de Kinshasa qui était le CNDP, le Congrès national de la défense du peuple de Laurent Nkunda. Alors c'est un peu, ça peut paraître anecdotique, ça paraît un peu compliqué avec tous ces noms de groupes armés, mais l'idée c'est que la MONUSCO a été parfois parfaitement dépassée par ce qui se passait là-bas, a jugé qu'il fallait laisser faire parfois le Kinshasa parce que c'est aussi Kinshasa en partie qui a enfanté ces groupes armés. Dans un premier temps, en 1996, les groupes armés qui opéraient à l'Est étaient financés par le gouvernement qui était bien content de trouver là une armée de substitution. Donc il y a ça. Et puis concernant la MONUSCO, et là aussi il n'y a pas que moi qui le dis, on peut s'interroger sur la mesure dans laquelle elle a accepté le rôle politique qui devait être le sien. Il y a notamment un chercheur américain qui s'appelle Jason Stearns, qui a été longtemps dans le groupe d'experts des Nations Unies sur le Congo, qui est très critique de cette institution et qui dit notamment qu'on n'a pas beaucoup entendu la MONUSCO pour dénoncer le rôle néfaste du Rwanda à l'est du Congo pendant des années. Le Rwanda, qui, il faut le rappeler, a financé successivement l'AFDL, enfin je ne vais pas développer tous les acronymes, mais l'AFDL, puis le RCD, puis le CNDP, puis le M23, tous ces mouvements qui ont profondément déstabilisé l'est du Congo et qui venaient du Rwanda, et donc la MONUSCO ne s'est pas élevée très fort contre ça, et dernièrement la MONUSCO ne s'est pas non plus, on l'a pas entendu extrêmement fort quand il s'agit de dénoncer les fraudes autour de l'élection de 2011 qui a conduit Joseph Kabila à la tête du pays. Donc peut-être qu'il y a eu effectivement pas mal d'occasions manquées pour cette mission de maintien de la paix. Vous évoquez le rôle du Rwanda, il semble qu'il y a une forme de silence ou de complaisance de nombreux pays autour du rôle que joue le Rwanda dans l'est du Congo. Est-ce que c'est dû, non, je sais que c'est probablement dû au fait qu'il y a eu le génocide et que tout le monde s'est senti coupable de ce génocide, et du coup, est-ce qu'on n'a pas autorisé le Rwanda à faire ce qu'il voulait à l'est du Congo, allant d'organiser ses propres milices jusqu'au trafic de minerais ? Là encore, c'est une question compliquée, c'est une question très politique. Oui, les États-Unis ne sont pas non plus, comme la MONUSCO, très critiques de ce qui se passe et ne remontent pas très souvent les bretelles de Kigali. Pendant longtemps, n'ont pas bougé, alors que les preuves étaient quand même là, du soutien de Kigali à des mouvements armés opérant à l'Est. Il y a aussi une journaliste et une essayiste qui s'appelle Colette Brackman, une Belge, qui a suivi depuis très longtemps ce qui se passe au Congo, qui compare par exemple la politique de la communauté internationale vis-à-vis de Kigali à celle de la communauté internationale vis-à-vis d'Israël, en expliquant qu'il y a, oui, une forme peut-être de difficulté de la communauté internationale à condamner des pays et des régimes qui sortent d'épisodes dramatiques que l'on sait. Après, ce qui est là où c'est peut-être important, là où je pense que c'est important de retourner aussi sur le terrain pour interroger les combattants, c'est parce que je pense qu'on n'esquive pas, ce faisant, ces questions internationales, mais on comprend mieux comment, dans la vie de tous les jours
deux combattants tels que ceux du Congo, c'est important et c'est déterminant. Moi, avant de me rendre au Congo, j'avais beaucoup lu sur ce qui s'était passé au Rwanda en 1994, sur le génocide, sur l'après-génocide, mais je n'avais pas mesuré, par exemple, à quel point, pour les Congolais, les Rwandais, y compris les Rwandais qui se sont défaits des génocidaires, le Paul Kagame et ses combattants, pouvaient être des occupants. Pour moi, en tant que Française, c'était évident que Paul Kagame, c'était celui qui avait mis fin au génocide. Sauf que là, bien sûr, il a mis fin au génocide, mais la réalité est parfois plus compliquée, et il faut aussi admettre que quelqu'un qui a fait quelque chose d'aussi héroïque et d'aussi salutaire, par la suite, avec ses hommes, a commis des massacres aussi au Congo, et il faut accepter un petit peu ce retournement, de comprendre aussi le point de vue congolais sur l'histoire, et pas seulement le point de vue européen ou le point de vue rwandais sur l'histoire, et comprendre ce que ça a pu générer, voilà, de frustration face à ces troupes rwandaises qui étaient présentes, d'envie de se venger, voilà, et le poids que ça a dans le présent. Votre titre pointe un paradoxe, puisque c'est qu'on nous laisse combattre et la guerre finira. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour ramener la paix au Kivu ? Alors, je pointe juste au passage que ce n'est pas un paradoxe étroitement congolais. Je pense que c'est une manière de penser qui est aussi présente en France, par exemple, puisque en venant ici, j'ai vu des affiches dans le métro parisien de l'armée de terre française qui, pour recruter, fait dire à de jeunes soldats toi aussi, fais la paix. Donc je pense que l'idée qu'on peut faire la paix, qu'on va faire la paix en prenant les armes, est pas quelque chose d'absolument farfelu, et quelque chose d'assez universellement partagé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire la paix au Congo? C'est difficile. Moi, je suis pas diplomate, je suis journaliste, je suis chercheuse, et je pense que dans un premier temps, il faut au moins essayer de faire le bon diagnostic pour ensuite laisser aux autres le soin d'en tirer les conséquences politiques. Et voilà, j'estime que ce diagnostic, il y a plein de journalistes de bonne volonté qui ont fait un très bon travail. Mais parfois quand même peut-être pressé par le temps, pressé par l'urgence, pris par des automatismes, des manières de décrire une guerre qui sont assez pratiques finalement. Tiens voilà, ce sont plus ou moins les bons, ce sont plus ou moins les méchants, les civils sont pris entre deux feux, tout ça. À force de peut-être se rabattre sur ces descriptions un petit peu automatiques, on perd de vue la nuance, et la nuance, ça fait partie du diagnostic. C'est ce diagnostic qui ensuite doit être pris en charge par des politiques, mais là je pense que pour le coup mon rôle est limité. Merci.